Le 8 mars de chaque année, les nations du monde célèbrent la femme et au niveau national, le thème retenu est « Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes ?» Alors question, que doit faire la femme elle-même pour faire valoir ses droits? Le thème de cette année est réellement une interpellation pour tous les Congolais que nous sommes et particulièrement pour nous les femmes qui sommes majoritaires dans notre nation. Levons-nous pour défendre les droits des femmes. C'est vraiment important que les femmes elles-mêmes soient les premières à s'impliquer dans cette défense des droits. Et pour pouvoir se défendre, il faut connaître réellement ses droits. Mais si une femme ne connaît pas ses droits, il lui sera difficile de pouvoir comprendre la profondeur ou même la quintessence du thème qui a été retenu cette année pour les femmes que nous représentons. Donc nous invitons les femmes congolaises, que nous sommes nous-mêmes aussi, à pouvoir se lever réellement, relever la tête par rapport à tous ces droits que nous réclamons depuis tant d'années. Nous ne pouvons pas rester en arrière, croiser les bras et attendre que nos partenaires hommes, ils ne sont pas nos adversaires. Retenons-le bien, ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos partenaires. Que ce soit nos partenaires seuls qui puissent prendre le devant. La femme se bat pour avoir les mêmes droits que l'homme. Elle veut parler de l'égalité tout le temps. Comment comprenez-vous ce terme-là, égalité entre l'homme et la femme? En fait, lorsqu'on parle d'égalité, c'est par rapport aux différences qu'il y a dans les métiers, les différents métiers, au niveau des écoles et tout. Nous ne voulons pas qu'il y ait des différences dans les familles non plus. Parce que dans certaines familles, de manière traditionnelle ou coutumière, c'est vrai qu'on privilégie le garçon pour l'école, la scolarisation et non la fille. Nous voulons que déjà dans nos propres familles, qu'on ait cette compréhension de l'égalité homme-femme. Je l'ai dit au début, ce n'est pas une adversité, mais c'est un partenariat. Parce que l'avenir de nos familles dépend autant des hommes que des femmes. C'est pourquoi il faudrait que dans la cellule familiale, que les parents, que nous sommes aussi, nous puissions donner des chances égales aux garçons comme aux filles. Et plus tard, au niveau des universités, des écoles et des universités, il faudrait que les filles comprennent qu'elles doivent étudier autant que les garçons. Dans le milieu professionnel, c'est pratiquement la même chose. Nous avons les mêmes diplômes que les garçons. Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait un favoritisme? C'est vrai qu'on dit dans certaines rubriques à compétences égales, c'est vrai, on donne un privilège aux femmes, parce que c'est vrai que nous sommes souvent mises de côté, parce qu'on estime que nous n'avons pas suffisamment de compétences. Mais je crois que cela est quand même désuet, et que la société actuelle a démontré que les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Donc il serait vraiment bon, voilà, que nous-mêmes les femmes, nous puissions le comprendre, qu'il faudrait non pas user de ses charmes pour obtenir un poste. Nous ne sommes pas des objets, non. Recevoir le médecin directeur du centre Mabanga et ne pas parler de l'anémie falciforme pourrait être considéré comme un énorme péché. Alors, comment, docteur, peut-on définir l'anémie falciforme? L'anémie falciforme ou anémie SS ou drépanocytose, c'est une maladie génétique et héréditaire du sang qui touche particulièrement l'hémoglobine qui se situe dans le globule rouge. L'hémoglobine, c'est une protéine qui a pour rôle de capter l'oxygène et de le disséminer à travers l'organisme. En fait, c'est cette hémoglobine qui va subir une mutation en son sein, et c'est là que nous aurons, c'est cette mutation qui sera au centre de toutes les manifestations que nous avons de l'anémie SS, la drépanocytose ou anémie à cellules falciformes. En fait, l'hémoglobine normale AA va subir ce que nous appelons une mutation, une transformation, voilà, et devenir une hémoglobine S, qui sera celle-là malade. Mais les porteurs de cette mutation, c'est-à-dire les porteurs sains qui ont une hémoglobine A et une hémoglobine S, eux ne vont pas manifester les signes cliniques de la maladie, sauf dans des conditions qu'on appelle des conditions extrêmes, d'extrême fatigue, d'extrême confinement et tout. Ils peuvent
dans ces conditions-là, présenter certains signes de la maladie. Mais les personnes porteuses des deux mutations, c'est-à-dire des deux demi-paires des mutations issues, transmises par leurs parents, je l'ai dit, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire qu'on hérite des parents qui sont eux des porteurs sains, AS. Ces portions d'hémoglobine S venant des deux parents vont donner naissance, donner lieu à un enfant porteur de l'hémoglobine SS. Et c'est cet enfant-là qui sera dit enfant malade. Et cet enfant va présenter les différents signes de la maladie. C'est déjà par le nom, de l'intitulé du nom, l'anémie, qui est l'élément vraiment capital de toutes les manifestations. De cette anémie, nous aurons aussi des douleurs. C'est une triade, anémie, douleur et infection. Donc ces enfants seront à tout moment sujets à des douleurs. Ces enfants seront sujets à des anémies à répétition. Donc de manière chronique, ils auront leur anémie et ils auront des phases aiguës par rapport à certaines conditions qui vont entraîner une diminution de sang. Alors ils auront des infections à répétition parce que n'ayant pas suffisamment de sang en circulation, d'anticorps en circulation, les anticorps nous viennent aussi par cette matière organique qu'est le sang, ces enfants vont être susceptibles à des infections à répétition. Et cela à travers tout l'organisme, mais principalement comme infection, nous avons les infections pulmonaires qui sont très graves pour les enfants drépanocytaires. Nous aurons des infections au niveau des os. Nous aurons ce qu'on appelle des ostéomyélites. Et ces enfants auront des complications. Tous ces éléments combinés peuvent nuire à l'état de santé de l'enfant. Voilà, c'est souvent les mamans qui sont victimisées par rapport à cette pathologie, parce que ce sont elles qui portent la grossesse et qui donnent naissance, qui donnent le sein à l'enfant, et on suspecte la maman d'être la transmettrice principale de cette pathologie, alors que je l'ai dit, c'est une pathologie héréditée des parents, du papa et de la maman. Mais malheureusement, sur terrain, nous le voyons, ce sont les femmes qui sont dénigrées par la famille, par la belle famille, par la société. Voilà, elles donnent naissance à des enfants sorciers, elles donnent naissance à des enfants budgétivores. Voilà, c'est une femme inutile, il faut lui trouver une co-épouse pour que celle-là nous apporte des enfants normaux. Les enfants drépanocytaires sont des enfants normaux. Ce sont des enfants très intelligents. Ils ont cette pathologie génétique. C'est l'union des parents porteurs sains qui, justement, est à la base de cette calamité, de ce fléau que représente la drépanocytose. C'est une pathologie qui demande du sang. Nous avons besoin des donneurs bénévoles. Il y en a de moins en moins. Nous avons besoin de sang de qualité. Donc ces donneurs doivent être des donneurs fidélisés. C'est-à-dire que eux-mêmes aussi ne doivent pas être malades. Ils ne doivent pas être des porteurs d'hémoglobine AS. Parce que leur S ne sera pas bénéfique aux enfants drépanocytaires. Ce sont des personnes, du point de vue virologique, qui ne doivent pas avoir des pathologies virales, que ce soit le VIH, l'hépatite B ou C, même déjà du point de vue parasitémique, non plus le paludisme, sinon on peut le retransmettre encore aux enfants drépanocytaires. Donc nous avons besoin du sang, et du sang de qualité à tout moment, quel que soit le groupe sanguin. Merci, voilà. Docteur. Merci à vous.